Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1 et toujours avec la brochette d'éditorialistes désormais bien connue pour ceux qui nous suivent. Francis Laloupeau d'Africa numéro 1, bonjour. Bonjour Jean-Marc. De l'autre côté de la table, Nadir Djenad de Beurre FM, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis de retour, on est très content de le retrouver, il était absent la semaine passée, Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS, bonjour. Bonjour. Et enfin, le dernier mais pas le moindre, on le sait tous, Éric Zemmour, celui qui trempe sa plume dans le vitriol. Ça va bien? Ça va. Bon, alors, je vais vous donner de quoi nous contacter. Ça va s'inscrire sur l'écran, je pense. hebdofranço@rfo.fr hebdofranço@rfo.fr. Vous pouvez nous faire vos remarques et même nous dire ce qui ne va pas dans l'émission. Au sommaire de cette semaine, l'avenir de Cuba après le retrait annoncé de Fidel Castro, l'indépendance du Kosovo, la réforme de l'école primaire et le racisme dans le football. Mais avant, je voudrais vous parler d'une nouvelle qui est tombée vendredi matin par la bouche de Christian Estrosi, le secrétaire d'État à l'outre-mer du gouvernement, concernant Mayotte, l'île de Mayotte. Tout enfant né de parents en situation irrégulière ne pourra plus réclamer la nationalité française, dit-il. Et à cet effet, une loi serait présentée au Parlement au printemps. Alors j'ai un peu envie de demander à Dominique Volton, la situation très particulière de Mayotte explique-t-elle à elle seule une telle décision? Oh non, parce que c'est pas. Alors, d'abord, Mayotte, c'est une île qui fait partie de l'ensemble des Comores, où les autres ont acquis leur indépendance, et Mayotte est restée à France. Je précise, c'est dans le canal de Mozambique, donc c'est entre Madagascar et la côte orientale de l'Afrique. Et par définition, il y a plus d'argent, plus d'équipements sanitaires à Mayotte, donc par conséquent, comme dans tous les pays du monde, les pauvres viennent plutôt essayer de se soigner ou d'accoucher là. Voilà. Et donc, un des problèmes de Mayotte, c'est effectivement de réguler cette immigration clandestine, mais c'est pas une immigration clandestine, parce que ce sont exactement des gens qui appartiennent à la même culture, à la même nation, au même peuple, au même ethnie. Les Comores. Donc, on est dans une situation qui est absolument paradoxale. Il faut faire de Mayotte un lieu de cohabitation culturelle et religieuse, on en a parlé plusieurs fois ici, parce que c'est évidemment la seule manière de montrer l'intelligence de la France dans une zone comme ça. Mais si on prend des mesures qui apparemment sont là pour interdire les accouchements des enfants, c'est évidemment contradictoire avec le droit du sol. Deux, je suis pas sûr d'ailleurs si cette loi arrive que le Conseil d'État dans un premier temps et le Conseil constitutionnel dans un deuxième l'agréeront. Mais deuxièmement, au-delà de ça, ça pose l'éternel problème des différences entre les pays riches et les pays pauvres et le fait qu'il y a deux traitements de vitesse. Et donc par conséquent, quand il s'agit du même peuple, il faudra trouver une solution qui évite évidemment cette ségrégation, parce que ça aboutit à constituer un apartheid. Alors, c'est Éric Zemmour qui voulait prendre la parole à ce propos. C'est la remise en cause du droit du sol, disait Dominique Volton, mais il tenait bien compte, si j'ai bien compris son raisonnement, quand même d'une situation assez particulière, qui ne se répète pas partout. C'est le même peuple, c'est le même peuple. Ouais. C'est comme si on disait pour les Français. Il faut savoir d'ailleurs ajouter que pendant longtemps à l'ONU, les Comores, soutenus par d'autres États, ont demandé que Mayotte revienne aux Comores. Voilà. Mais les Mahorais en ont décidé autrement. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Je pense que là, si c'est le même peuple, il faut que ça soit la même nation. Et donc le même État. Donc il faut effectivement, nous payons là très cher l'erreur de Valéry Giscard d'Estaing d'avoir rompu une règle d'ailleurs qui est respectée toujours à l'ONU, c'est-à-dire que les Comores étant un même pays, il y avait un référendum, la majorité a voté pour l'indépendance, il fallait donc que Mayotte cède, même si 90%, je crois, ou 80%, je ne sais plus, des gens de Mayotte étaient contre l'indépendance et pour leur attachement à la France, puisqu'elle fait partie du même peuple. Pour la volonté de Mayotte, il fallait tout de même leur attacher. Mayotte, c'est compliqué. C'était difficile. Je suis d'accord que c'était compliqué, mais on va parler du Kosovo tout à l'heure, on va retrouver le même genre de problème. Mais absolument. Donc je suis cohérent avec moi-même, je sais ce que je vais dire pour le Kosovo. Donc je pense qu'il fallait, je pense que nous payons. C'est pas votre cohérence. Non mais je suis désolé, nous payons très cher l'erreur de Giscard. Deuxièmement, je ne voudrais pas qu'il y ait d'un côté le méchant droit du sang et de l'autre le gentil droit du sol. Il faut bien savoir que historiquement, le droit du sol a été instauré par la monarchie d'Ancien Régime parce que on était attaché à son seigneur et que c'est la Révolution qui instaure le droit du sang comme une preuve de la liberté et de l'indépendance par rapport à son seigneur, à sa terre. Donc, on met... Ça, c'est l'histoire. Je pourrais finir. On va laisser Éric Zemmour finir, parce que regardez comme il est agressif. Non, on le laisse finir, il n'a pas pu déjeuner avant de venir. Le droit du sol est instauré à la fin du 19e siècle en France, non pas pour des raisons démocratiques, mais pour des raisons militaires. Parce que... Mais moi, je lis, excusez-moi, Dominique Volton. On va pas commencer. Excusez-moi, Dominique Volton, les livres d'histoire, ça existe. Je vous ferai une liste si ça vous intéresse, et vous verrez. Éric Zemmour va terminer seul. C'est pas parce que je lis que j'ai tort.
Terminer seul et vite. Là, si on me laisse parler, je vais très vite. On va le laisser parler. Donc, Allez. le droit du sol a été instauré pour des raisons militaires à la fin du 19e siècle, parce que les enfants d'ouvriers français en avaient marre de faire leur service militaire de 3 ans, alors que les jeunes immigrés, à l'époque, c'était les Italiens, les Belges, ne faisaient pas le service militaire qui durait 3 ans, et parce que on avait un problème démographique, car vous savez que la France est le seul pays à avoir connu une baisse de la démographie au 19e siècle, contrairement à tous les autres pays européens, en particulier l'Allemagne. Donc en fait, ce droit du sol est instauré pour préparer la revanche de 14. Il faut bien cette explication pour aboutir au fait que le droit du sol n'est pour vous pas sacré. Pas sacré, pardon, pas sacralisé. Exactement. On a bien compris. Exactement. Alors, donc tout ça pour dire que, de toute façon, Mayotte est un cas extrême de ce que nous connaissons en France et de ce que nous allons connaître de plus en plus, c'est-à-dire des mouvements migratoires inouïs qui bouleversent tout. Enfin, c'est pas inouï, hein, ça joue sur 5000 personnes. Oui, mais par rapport à la population... C'est pas l'invasion de la France par les Comores. Hein. Non, j'ai jamais dit ça. Mais c'est l'invasion de Mayotte par les Comores. D'accord. On peut tous être d'accord sur le fait qu'il y a un réel problème d'immigration vous avez le même à problème Mayotte. en Guyane. On a le même problème en Guyane, en on est effet. d'accord. Francis Laloupeau. Attendez, Dominique Volton, on va laisser la parole à Francis qui ne l'a pas encore eu, puis ensuite on a elle va le même dire. problème en Guyane, effectivement. Absolument. Mais ça pose, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vient de dire Éric Zemmour, parce que ça pose le problème de soit l'autonomie ou de l'indépendance par rapport à l'État central. C'est évident. Parce que si l'État central, si l'État français veut considérer les départements et territoires d'outre-mer comme étant la continuité de la France ou faisant partie de la France, je pense qu'il faut assumer cette réalité jusqu'au bout et ne pas mettre en place de temps à autre des lois particulières qui distinguent tel département ou tel territoire du reste de la nation. Je vais juste apporter une précision, Francis, mais je vais vous laisser la parole après. Très précisément, Mayotte est une collectivité territoriale, et ce n'est pas un département d'outre-mer, il faut le savoir. Non, c'est l'importance de ce que j'ai dit, en tout cas par rapport à ce que j'ai dit, c'est une partie, enfin, elle est partie de la France. Ah oui, bien sûr, partie évident. intégrante de la France. Et il y a une réalité, je veux dire, géographique, la situation de Mayotte par rapport aux Comores. Il y a une réalité géographique également en Nouvelle-Calédonie, sa situation géographique par rapport à l'Australie notamment. Il y a une réalité, je veux dire, des Antilles par rapport à la Caraïbe. Non, je veux dire qu'il y a, je crois qu'il faut repenser cet ensemble français dans chacune des régions. Dans chacune des régions. Et si on doit appliquer à la fois la question de la continuité territoriale, la question d'une nation une et indivisible, il n'y a pas à mettre en place des lois particulières. Parce que dans ce cas-là, je veux dire, il faut simplement considérer que soit la France veut assumer pleinement la réalité une et indivisible de sa nation, y compris les territoires et les départements d'outre-mer, ou alors, je veux dire, ou alors il faut repenser complètement la situation de certains départements. Il faut à ce moment-là repenser, soit culturellement, géographiquement, la situation de ces territoires par rapport au reste de la nation, et peut-être prendre des décisions courageuses. Bon, alors, Nadir Djenad. Écoutez, moi, je suis un peu gêné quand même après les propos de Christian Estrosi. Je me pose des questions. Pourquoi l'opportunité d'une telle décision aujourd'hui? On a vraiment le sentiment que l'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine est une obsession de ce gouvernement. Que vous voyez que c'est juste avant les municipales, c'est ça que vous voulez pense, dire? oui, bien entendu. Il y a un aspect électoraliste. Il y a un aspect électoraliste. Il y a toujours un boomerang à ce moment-là. Oui, et donc quelle est l'opportunité alors qu'on sait très bien que les territoires ou les collectivités territoriales, voire les départements d'outre-mer, donc connaissent de graves problèmes économiques et sociaux. Donc j'aurais préféré que Christian Estrosi annonce un plan, par exemple de relance de l'économie, plutôt que des propositions pour lutter contre l'immigration clandestine. Je suis un petit peu gêné quand même de voir à 2 semaines des municipales, une telle déclaration. Vous voyez qu'à côté est bien électoraliste. Mais l'électoralisme n'empêche pas de faire quelque chose d'utile. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Parce que ça fait des mois, je te signale que Barouin, non mais parce que discipliné, j'allais le dire. Francis Barouin avait proposé la même chose. Voilà. Et il a devant les reculé. hauts cris, les cris d'orfraie, il a reculé. Oui. On verra dans le dictionnaire ce que sont les orfraies, ça nous aidera à comprendre cette expression qu'on emploie souvent. Dominique Volton, Oui, peut-être pour la conclusion sur ce point. Oui, parce que ça va au-delà de... Si on prend les 10 collectivités territoriales outre-mer françaises, elles posent toutes des problèmes de cohabitation physique, géographique, politique et culturelle avec les territoires à côté. Donc il y a 2 solutions. Ou bien on essaye d'inventer, ce qui se fait dans les statuts du Pacifique, des solutions intelligentes et novatrices politiquement pour faire cohabiter des intérêts et des logiques contradictoires. Et dans ce cas, la France serait assez fidèle aux valeurs qu'elle n'arrête pas de vendre dans le monde entier.
ou bien on a une politique à deux vitesses, avec soi-disant une politique universaliste dans le cas du discours, et des pratiques politiques qui, dans l'ensemble des dom-toms ou des coms ou des cotes, peu importe les vocabulaires, aboutiraient à des contradictions majeures. Donc j'ai envie de dire, ce qui se passe aux Comores, comme en Guyane, comme en Martinique, comme en Guadeloupe, comme en Nouvelle-Calédonie et Wallis, on peut continuer sur les 10 territoires, c'est une obligation pour la France de continuer à être fidèle à ses valeurs en inventant des statuts qui ne soient pas contradictoires à ce qu'elle dit par ailleurs en D'accord. permanence. En fait, vous n'êtes pas. Attendez, je voudrais bien comprendre la pensée de Dominique Volton. Ça veut dire que vous considérez qu'à situation particulière, statut particulier. Statut particulier à condition. C'est exactement ce que dit Christian Estrosi. Non, c'est pas Expérimentation ça, sur 5 ans à Mayotte. Alors j'ai du mal à comprendre. J'ai dit deux choses. Un, on arrive à faire des statuts outre-mer qui sont finalement tricotés au cas par cas. Donc c'est une forme de reconnaissance de la spécificité. En même temps, il faut qu'on reste dans un cadre français, sinon c'est l'éclatement et l'indépendance. Donc ça, je suis d'accord. Mais quand on a des situations comme celle-ci, il faut qu'on soit capable de gérer deux contraintes. Un, il y a des problèmes locaux. C'est clair, d'immigration clandestine très fort en Guyane. Hein. Deux, on ne peut pas, au nom de ces difficultés-là, mettre à bas les principes que par ailleurs on défend sur la scène internationale. Surtout quand il s'agit de principes fondamentaux. Parce qu'une chose, c'est de mettre en place des règles particulières, des statuts particuliers, s'agissant de la spécificité, notamment culturelle, ou géographique de ces départements. Mais à partir du moment où on met en place des principes fondamentaux comme le droit du sol, là, ça pose effectivement un problème de fond. Alors, c'est devenu un principe fondamental, même si ça fait pas longtemps. Parce que ça rappelle des souvenirs, on a déjà fait des erreurs comme celle-là par le passé, avec des lois particulières. Je me souviens, il y a quelques vieilles années, quand monsieur Jean-Marie Djibaou me racontait la situation des Kanaks pendant très très longtemps, jusqu'aux violences, jusqu'aux événements qu'on a connus à cette époque. Quand on savait par exemple que les Kanaks avaient la nationalité française, une nationalité française, mais pour venir en métropole, il leur fallait un visa, par exemple. Je veux dire que bon, ça posait quand même la question qui a amené souvent d'ailleurs des personnes ressortissantes des territoires d'outre-mer ou des départements d'outre-mer à dire souvent, est-ce que nous sommes des Français à part entière ou des Français à part? Alors, on va s'arrêter là, Eric. Pourquoi? Parce qu'on aura l'occasion d'y revenir au moment où la loi va être proposée au printemps au Parlement, donc on aura l'occasion d'y revenir. Puis je voudrais qu'on saute d'une île à l'autre, si j'ose dire. Ça y est, cette fois, à 81 ans, le leader Maximo a décidé de passer la main. On parle beaucoup de Raoul, son frère, le frère de Fidel, bien sûr, pour le remplacer. Cela dit, on imagine difficilement pour l'instant se profiler un changement complet de régime, mais plutôt une libéralisation accrue de l'économie. Alors j'ai un peu envie de demander à Nadir, est-ce qu'on se dirige vers une situation à la chinoise, c'est-à-dire avec un parti communiste au pouvoir, mais une économie qui va de plus en plus vers la libéralisation? Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que Cuba a essayé de libéraliser un petit peu son économie ces dernières années. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, notamment après la chute de l'URSS dans les années 90. Le pays a connu une grave crise économique et sociale. Donc face à cette crise, le gouvernement donc a essayé de libéraliser un petit peu son économie. On a assisté donc à un développement d'entreprises, de commerces, de manufactures qui furent créées. La légalisation même du dollar américain dans les magasins, le tourisme, vous l'avez dit, fut créé. Sachez que par exemple l'activité touristique représente plus que la culture de la canne à sucre aujourd'hui en termes de devises. Mais il y a une balance déjà. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des freins quand même à cette libéralisation de l'économie. Il y a eu des freins. Fidel Castro n'a jamais caché qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait une véritable économie de marché sur l'île de Cuba. Donc il a consenti à ce qu'il y ait une petite libéralisation de l'économie, mais pas en tout cas passage véritable. Attendez, je vais pas terminer. Passage véritable à l'économie de marché. Maintenant, ce qu'on peut attendre, maintenant la question que l'on se pose, c'est que va faire son successeur. Vous avez évoqué Raoul, il va probablement. On parle de Raoul. Les observateurs de la situation de la vie politique cubaine disent que Raúl Castro a vraiment envie d'opérer des changements en matière économique. En matière économique, il y en a quelques-uns quand même. Des observateurs. Attendez, on va laisser. Il y en a quelques-uns. Qui voulait parler de Raoul. Donc, changement économique, oui, politique. Probable. Des changements économiques. Donc il faudra attendre ce que va faire Cuba. Mais j'aimerais ajouter une autre chose, c'est que la transition du communisme à l'économie de marché, c'est toujours mal passé. Sauf peut-être en Chine ou dans certains pays de l'Europe de l'Est. On a vu un développement
de la pauvreté, les revenus qui se sont effondrés. Chine aussi, oui, même en Chine aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le passage de l'économie dite socialiste à l'économie de marché se fait toujours de manière difficile, dans la douleur. Souffrance. Mais je pense que Cuba est obligé de le faire, sinon il va y avoir des milliers de manifestants dans les rues. Déjà en 1994, pour la première fois depuis l'instauration du régime, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues et ont affronté les forces de l'ordre pour demander justement des changements en matière économique. Alors, Éric Zemmour, ensuite Francis Laloupé, enfin Dominique Volton. Éric Zemmour voulait réagir. Je serai pas long. La question a été bien posée par Nadia. En fait, la question c'est comment sortir d'une économie et d'un régime communiste à une économie de marché qui s'impose partout. Non, c'est-à-dire que chaque pays résout ça comme il peut. La Russie a fait d'abord la libéralisation politique et donc ça a explosé, c'est Gorbatchev. Ensuite, les pays de l'Est, enfin les pays d'Europe de l'Est, c'est la même chose. Là, on est passé directement dans des régimes libéraux classiques et ils ont été tout de suite intégrés très vite en tout cas intégrés à l'Union européenne. La Chine, elle, c'est un contre-exemple, c'est-à-dire que c'est le capitalisme l'économie a pris le politique, on dirait. Non. Au contraire, le politique a gardé la main. Ils ont libéralisé, ils ont donné l'économie de marché, mais avec une dictature communiste. Ce qui rend d'ailleurs très efficace, si j'ose dire, le capitalisme. Même s'il y a un rajeunissement en Chine, alors je sais pas Raoul, parce qu'il faut dire que Raoul, il a 77 ans quand même. Oui. Donc c'est pas un jeune. C'est vrai qu'il est jeune par rapport à Fidel Castro, mais par rapport à la majorité de la population cubaine. Il y aura forcément un après Raoul et assez rapide. N'enterrez pas trop les gens, Éric Zemmour. Il y a la question des États-Unis. Est-ce que les États-Unis continuent leur embargo? Alors voilà, c'est Francis et ensuite Dominique Volton. La position des Américains qui sont quand même pas très loin et dont on sait l'histoire avec. Parce que je finis avec la Chine. Excuse-moi, Francis. Avec la Chine, les Américains montrent qu'ils ne sont pas gênés par une dictature communiste si elle respecte l'économie de marché. Alors, Francis. Quand vous posez la question par rapport aux États-Unis, c'est très intéressant et important parce que la question américaine est centrale. Moi, j'aimerais, je sais pas si d'autres le feront autour de cette table, rendre même un hommage à Fidel Castro et à ce pays. C'est très personnel. C'est un hommage très personnel que j'espère partager par d'autres, parce que nous avons quand même affaire à un cas très particulier, un pays qu'on a contraint pendant des années à une sorte d'état de guerre qui a été systématiquement diabolisé et isolé par les États-Unis. Et cette diabolisation a été relayée par les Occidentaux pendant très longtemps. On a vu, il y a très peu de pays au monde qui auraient pu résister à cette pression, cet isolement systématique. Je crois que c'est important de le dire. D'autre part, je rends cet hommage également à Fidel Castro, qui a quand même fait montre dans notre histoire contemporaine, d'une fidélité sans faille à une option politique. On ne peut pas en dire autant des dirigeants soviétiques à l'époque ou de certains pays du Sud qui ont aussi pris ces options-là. Donc, je pense que c'est important. Et on parle souvent du Cuba comme, on parle du verre à moitié vide, mais on oublie quand même que c'est quand même un pays qui, à partir de ces options, justement, politiques, assurant de la santé gratuite à ses populations, l'éducation gratuite, a fourni régulièrement au monde entier des médecins avec, donc, issus d'un système éducatif et scolaire absolument avancé. C'est autant de choses qu'il faut dire d'abord avant de parler de l'avenir. Parce qu'on présente souvent le Cuba comme une sorte de catastrophe humanitaire généralisée, alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous avons un exemple politique avec ses faiblesses, évidemment. Francis, mais c'est quand même un dictateur communiste. Non, mais écoutez... Ouais, non, mais il faut appeler un chat un chat. Dans ce système, justement, je pense que ce que vous dites est consubstantiel du système, en quelque sorte. Donc, parlons de l'avenir. Je crois que ce qui pourrait se produire, c'est qu'après cette résistance très particulière par rapport au contexte que je viens de décrire, Cuba devrait peut-être faire progressivement, par étapes, une ouverture, pas simplement, je veux dire, vers l'économie de marché, parce que ça, c'est pratiquement acquis. Je pense que les devises sont très attendues à Cuba, l'économie de tourisme. Je pense que la première chose d'abord, c'est libéraliser l'espace social, c'est-à-dire instaurer dans le même système, avec la même fidélité au système, des espaces de liberté. C'est ça qui n'est pas possible. Liberté d'expression, liberté d'association, multipartisme. Ça, c'est la perestroïka. Mais c'est trouver la combinaison la plus subtile et peut-être la plus aboutie du fait de l'expérience de ces dirigeants. Peut-être c'est la plus achevée, justement, de ce passage d'une économie étatique et bureaucratique à une économie post-communiste et post-capitaliste. On a compris. Ce qu'il faut dire, c'est ensuite Dominique Volton qui a fait preuve de beaucoup de patience. Il faut quand même rester un peu prudent. Pour moi, il ne s'agit que d'un demi-retrait, parce que Fidel Castro a annoncé qu'il continuerait à apporter
donc son point de vue donc sur la situation politique cubaine. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que finalement il va tirer les ficelles en coulisses? Donc ce n'est qu'un demi-retrait. Il ne s'agit pas encore d'une transition parce que j'ai le sentiment que le système va perdurer jusqu'à la mort de Fidel Castro. Concernant la relation avec les États-Unis, je pense que d'une part tout dépendra du président qui sera élu. On sait que si Barack Obama est élu, je pense que le dialogue va être possible, même si campagne électorale oblige, il a durci un petit peu son discours vis-à-vis de Cuba. Si quand même. Oui, On comprend bien, mais ça fait quand même encore beaucoup de si. Mais Raúl Castro a quand même envoyé des signes donc vis-à-vis des États-Unis ces derniers mois. Il y a un fantasme américain. Il y a un fantasme américain, c'est que il y a un fantasme américain, c'est de n'avoir jamais réussi à annexer Cuba. Et je crois que de ce point de vue aussi, il faut saluer, je pense, l'attachement des Cubains à l'indépendance de cette île. Ça va continuer. L'avenir, c'est Cuba, 52e État des États-Unis. Alors, c'est vrai que Francis a eu raison de rappeler la responsabilité des États-Unis dans la situation de Cuba. Le boycott qu'ils ont fait et l'embargo depuis des années a naturellement contribué à construire cette caricature qui était Castro. Donc, on est dans un jeu complètement pervers où on disait regardez ce dictateur communiste, alors qu'en fait les conditions objectives étaient là. Par rapport à la Chine, les Américains sont évidemment beaucoup plus tolérants parce que la Chine est un marché mondial, tandis que sur Cuba, il se passe effectivement un système fou de préemption mentale. Les Américains n'ont jamais accepté. Voilà. Et donc, les Américains ont une responsabilité écrasante. Deux, le régime autoritaire dictatorial, on le sait. Mais ce qui est intéressant dans Cuba, si on voit toute l'arc de la Caraïbe, c'est que c'est quand même un pays qui a conservé, avec tous les défauts qu'on connaît d'un régime dictatorial, une espèce de fierté et intelligence qui existe. C'est une grande Caraïbe. Et si je puis dire, c'est la sortie du communisme et de ce régime épouvantable pour la liberté, c'est de retrouver le capitalisme dominant de l'ensemble de l'arc de la Caraïbe, c'est pas formidable non plus. Autrement dit, quand les États-Unis disent c'est épouvantable, de Caraïbe en Scylla, disait-on en mon enfance. C'est épouvantable ce régime, oui, c'est épouvantable pour toutes les valeurs démocratiques. En même temps, il y a une identité, une fierté, une capacité à avoir tenu. Mais l'arc de la Caraïbe, on peut pas dire que la démocratie américaine soit très sensible à la diversité culturelle, à l'intelligence de ces hommes qui sont des mélanges d'Indiens et de Noirs et de Blancs depuis des siècles. Et si vous voulez, il y a une partie du monde qui est totalement dévastée, intellectuellement, culturellement. C'est bien les grandes et les petites Caraïbes. Donc il y a un vrai problème. Et dernière chose, si Castro ou Guevara est resté un symbole, alors que les gens ne sont pas dupes, c'est que quelque part cet homme, dont on connaît toutes les limites et compagnie, représente cette capacité à oser dire non. Et vous avez raison, quand il a voulu faire des signes d'ouverture aux États-Unis, c'est eux qui, depuis des années, sont incapables de comprendre l'altérité. Donc en fait, Cuba, c'est le symbole de l'altérité impensable. Et c'est pourquoi je vous entends tous les deux souvent dans l'émission reparler de Chavez, qui pourrait bien être le nouveau symbole. Il n'est pas seul. On y reviendra. Bien sûr. Voilà. Il y a toujours, si vous voulez, les excès des États-Unis nourrissent l'extrémisme en face. On aura l'occasion d'y revenir, puisque, effectivement, comme le dit Nadir, n'enterrons pas trop vite Fidel Castro. Il a annoncé son retrait, mais il est encore là, quelque part. Je voudrais qu'on parle du Kosovo, où là, cette semaine, il y a eu un événement historique quand même, puisque l'Europe connaît une nouvelle capitale, Pristina, et ce n'est pas du goût de tous, puisque plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté, des Serbes, à Belgrade, d'une façon même violente. L'ambassade des États-Unis a été en partie détruite. Alors, moi, j'ai un peu envie de demander à Nadir Djenad, cette indépendance-là, est-ce un aboutissement du processus de paix ou le début de nouvelles tensions, notamment avec les Serbes? Oui, effectivement, on peut craindre le pire, mais ce qu'on peut dire tout d'abord avant de parler de la Serbie, c'est que c'est la première fois qu'une région et non une république de l'ancienne Yougoslavie donc voit son indépendance reconnue. Donc pas par tous d'ailleurs, hein. Pas par tous, mais cela crée un précédent quand on sait que l'Europe est en proie à des nationalismes flamands, catalans et basques. Mais y avait-il le choix? Parce qu'il faut savoir que le protectorat international instauré en 1999 était de plus en plus mal vécu par les Kosovars qui refusaient de revenir dans le giron serbe. La Serbie, synonyme de l'oppression, synonyme de la suppression du statut d'autonomie accordé jusqu'à présent au Kosovo en 1990. D'un autre côté, les Serbes ne peuvent accepter la sécession de cette province. Le Kosovo, c'est le berceau historique de la Serbie. Et puis on sait bien, parenthèse, que le Kosovo, c'est l'Albanie quelque part aussi. Il y a des points communs. Mais ce que j'aimerais ajouter, quand je parlais tout à l'heure d'inquiétude, c'est que je pense que le mot poudrier, quand on a employé le mot poudrière des Balkans, reste malheureusement tout à fait d'actualité concernant la Serbie. Il y a en Serbie un très fort nationalisme qui a tout le temps existé. Il y a encore aujourd'hui des partis qui rêvent d'une grande Serbie.
d'une grande Serbie, et ces partis disent en un mot, pour résumer, que c'est de la faute de la communauté internationale si la Yougoslavie n'existe plus, c'est la faute au peuple de l'ancienne Yougoslavie qui sont devenus aujourd'hui donc indépendants, si voilà exactement si nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui. Tout ce mécontentement. Donc il y a un ressentiment, quoi. Il y a un ressentiment, mais j'aimerais terminer. Ce mécontentement est capitalisé par un homme politique qui s'appelle Tomislav Nikolić, qui est ultranationaliste et qui a été battu de justesse lors de la dernière élection présidentielle serbe par Boris Tadić, que l'on qualifie de pro-européen. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre en Serbie il y a 2 ans, à Belgrade et dans plusieurs villes aux alentours, et j'ai vraiment été frappé par un sentiment de colère des Serbes. C'était il y a 2 ans, des Serbes vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce que vous savez que, par exemple, à Belgrade, des bâtiments officiels bombardés par l'aviation américaine sont restés tels quels aujourd'hui? Ils sont gardés par des forces de sécurité serbes. Pour témoigner, quoi. Voilà, pour témoigner, mais surtout pour que les gouvernements disent regardez ce que les Occidentaux nous ont fait. Donc, dans ce contexte, avec l'indépendance du Kosovo, il n'est pas à exclure que lors des prochaines élections présidentielles, les ultranationalistes reviennent au pouvoir, et cela, bien entendu, aurait des conséquences catastrophiques sur les Balkans. Si ça attendra jusque-là. Alors, Francis, vous voulez dire un mot, et puis ensuite Dominique? Oui, je pense que Nadir a fait un topo très très complet de la situation, mais je crois qu'il y a la crainte de l'effet domino, parce que je crois qu'il y a dans les Balkans d'autres États qui pourraient avoir les mêmes velléités. Mais je crois que les Serbes, bon, aujourd'hui, évidemment, on peut se réjouir pour les Kosovars de proclamer leur indépendance, mais il faut prendre en compte également le sentiment des Serbes qui se sentent certainement trahis par l'Occident, enfin, par ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis et les Européens, principalement. Qui soutiennent parce qu'il les Serbes. faut se rappeler qu'en 99, lors de la guerre de l'OTAN, pour venir au secours des Kosovars, première guerre de l'OTAN et 50e anniversaire de l'OTAN à l'époque, les Occidentaux avaient promis, justement, avaient décidé, enfin, étaient partis du principe qu'il n'était pas question de concevoir l'indépendance du Kosovo. Donc c'est une promesse trahie, donc, finalement. Voilà, et les Serbes aujourd'hui vivent cela comme un reniement et une trahison, justement, de l'Occident. Alors l'Occident se sent dans une forme d'ambiguïté, en tête, évidemment. Je veux dire, les États-Unis, évidemment, tout intérêt à reconnaître l'indépendance du Kosovo, parce que d'abord, je pense que pour les Américains, c'est intéressant d'avoir un petit État, tout petit État européen à leur botte, et qui plus est, un État qui est présenté comme musulman, donc c'est bon aussi pour les États-Unis de dire, bon, qui protège un État musulman en Europe. Parce que ce sont des éléments qui comptent. Il est à craindre que les Européens, et la France notamment, se laissent emporter, je veux dire, dans cette aventure, sans prendre en compte les conséquences que cela peut entraîner, notamment avec s'agissant des relations avec la Russie. La France a reconnu l'indépendance du Kosovo. J'aimerais justement indiquer une chose, c'est que on peut être surpris de la manière dont la France, puisque bon, parlons de la France notamment, a reconnu cette indépendance. Je ne sais pas, je vais peut-être poser la question à Dominique. Est-ce que un État français peut reconnaître l'indépendance d'une autre nation sans passer notamment par le truchement, en tout cas par l'avis de l'Assemblée nationale des corps constitués en France? Est-ce que l'Élysée peut se fondre d'un communiqué unilatéralement pour, au nom de la France, reconnaître une indépendance? C'est une question que je pose. Réponse à la question. Non, c'est une très bonne question. Il faudrait voir ça du point de vue de la Constitution. Je suis d'accord que, d'autant que c'est une région en plus, c'est pas un État, c'est vrai, c'est un vrai. Mais de toute façon, là, on est plus que sur des. Personne n'a la réponse autour de cette table. Personne ne sait si. À mon avis, si. Bon, enfin, c'est une parenthèse par rapport au débat qui nous occupe, mais c'est important. Le droit international. Non, mais du coup, ça permet une parenthèse sur le droit international. Le droit international, c'est 2 choses à la fois. C'est le seul patrimoine que nous avons pour essayer de faire avancer un peu la morale, le droit, le respect d'autrui. Ça, c'est clair. On n'a pas d'autre patrimoine que le droit international. Et en même temps, le droit international, c'est une somme de coups de force. Comme toute l'histoire du droit d'ailleurs. Donc on a constamment, il n'y a pas d'autre règle, et en même temps cette règle est elle-même la somme des coups de force. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors moi je veux simplement dire 2 petites choses. On est exactement dans la situation hélas 1890-1914, c'est-à-dire que c'est une poudrière. Le risque de la poudrière et du domino. Mais il s'est passé la même chose pour la guerre de 14. Donc ça veut dire que l'Europe, et c'est en ça que c'est passionnant ce qui se joue en Yougoslavie et que l'Europe a raté l'affaire de Yougoslavie, et ça se comprend parce que c'est notre œil à nous, c'est qu'ils sont rencontrés, je vais y arriver, en conflit et en cohabitation dans l'ex-Yougoslavie, toutes les religions, les cultures, les langues de la problématique européenne. Donc, on l'a raté la première guerre de Yougoslavie, ça c'est clair, parce que pour que ce soit l'OTAN qui fasse une guerre en 99 avec les Américains, c'est vrai que c'est pas bon. Là, on fait un pari que, on fera payer aux Serbes la guerre,
Et du coup, les Serbes se trouvent dans une situation de victimisation et de dichotomisation qui est extrêmement dangereuse parce que on peut pas réduire un peuple parce qu'on fait ses dirigeants. Donc on se retrouve vis-à-vis de la Serbie comme on se retrouve vis-à-vis de l'Allemagne. Et en même temps, on suppose que le coup de force du Kosovo va pouvoir réintroduire un peu plus de démocratie sans toucher du tout aux questions religieuses sur l'islam. Donc, enfin, c'est une suite de Majorité paris. de la population kosovare musulmane, Bien sûr. proche C'est des une suite de Albanais. paris. Alors on C'est suppose aussi que ça va rester la forcément paix, on suppose qu'on arrivera à calmer les Serbes, que les Serbes trouveront un échappatoire, et finalement il y a beaucoup d'hypothèses, et on se retrouve dans une situation dont tout le monde sait qu'elle est tordue d'un cas très tendu, tordu et tendu, si on peut dire. Et donc d'une certaine Ah. manière, il y a une forme de, on va voir, mais la relation Disons que internationale, les c'est pas- inquiétudes sont légitimes. oui, ils sont très légitimes, Alors, pas seulement on va- vis-à-vis des Russes, pas seulement vis-à-vis des Serbes, mais vis-à-vis de ce qui se passe vis-à-vis des Albanais, et même vis-à-vis des Kosovars, et vis-à-vis de la manière dont on a traité la guerre, et vis-à-vis de la manière dont on traite la Serbie. Et là, les Européens, et c'est pas une critique que je fais, parce qu'on est comme par hasard on ne veut pas réfléchir, parce que c'est vraiment le cœur de nos contradictions, comme il y en a en Asie. J'ai envie de poser une question à Éric Ceci dit, Zemmour juste qui avant, a été il faut silencieux juste tout le long. préciser que Oui. quand même, il faut tenir compte aussi du fait que les Européens sont très partagés. C'est- Aujourd'hui, le voilà, sentiment c'est la question que espagnol, j'avais envie de passer à le Éric sentiment Zemmour. espagnol n'est pas le même que le sentiment Un français. certain nombre d'États, pour des raisons qu'on comprend Juste bien, que- l'Espagne a sa Catalogne, a son Pays Basque, par exemple, un certain nombre d'États ont été plus que frileux et n'ont pas reconnu le Kosovo. Tout à fait. Donc l'Union européenne, une fois encore, Et c'est n'est normal. pas unie. Et c'est normal. Alors, Et c'est normal. Pas unique. Et c'est Éric normal. Zemmour, C'est normal. pour en finir, vous serez le dernier sur ce sujet. Non, mais très vite, parce que les choses ont été dites et bien dites. Je suis tout à fait d'accord avec Dominique. Là, c'est la fin, c'est la continuité de l'histoire de 1890 à 1914, c'est-à-dire c'est la décomposition de l'Empire ottoman qui continue. C'est pour ça que l'Histoire fait une c'est pour ça que boucle. l'Empire ottoman Absolument. fait partie de l'Europe depuis très longtemps. Ah, mais ça, c'est exact. Là, vous êtes en Très train longtemps. d'aborder de manière Turquie. autre. Mais Là, on va la pas. Turquie, La bien sûr. Turquie. La Turquie. Deuxièmement, Bah, attendez, on va pas deuxièmement, tout. non, absolument. Deuxièmement, je pense que on a effectivement ouvert une boîte de Pandore qu'on n'est pas prêt de refermer, non seulement dans les Balkans avec les Serbes de Bosnie qui vont demander peuvent aussi également leur demander- autonomie. Oui, on risque de voir les Serbes de Bosnie. Bien sûr, demander et leur on va autonomie. demander, et aussi dans l'ancien empire soviétique, la Géorgie, avec Ce qu'on les appelle minorités les russes, pays du Caucase. les minorités russes. Les minorités russes. Oui. On va voir également vous aviez dit, les Catalans, les Basques en Espagne, les Flamands évidemment en Belgique. La Russie pourrait financer l'autonomisme corse. Je plaisante, mais c'est pour vous dire que je trouve que là, on joue avec le feu de façon très dangereuse. En plus, on gâche. ravive les nationalismes. On gâche C'est pas des nationalistes. Non, c'est pas des ethnicismes. irrédentismes Ce sont identitaires. des ethnicismes. Non, 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 Ethnicisme, non, c'est pas de irrédentisme, l'ethnicisme. Non, non. nationalisme, ça fait Ah, c'est beaucoup pas de pareil. pluralisme. On va Non, essayer non, de non. les distinguer. Bon, c'est pas On va- pareil. S'il vous plaît. Je veux bien. Il nous reste Non, peu de c'est temps. pas de On va l'ethnicité. essayer de les distinguer. C'est des identités radicales. Vous dites Bon. Identité radicale. identité radicale. Bien, j'accepte Bon, ça. Pour une fois, on est j'accepte d'accord le sur mot. cette C'est bien. expression. On va essayer de pas En tout cas, chinoiser. en l'occurrence, c'est le contraire des règles, là, pour une fois, de droit international, puisque on brise un État issu des frontières de 45. Deuxièmement, on contrevient à nos accords de Dayton. Et pourquoi on avait promis de ne pas donner l'indépendance? Il faut pas l'oublier. C'est parce que les soldats américains et les soldats français et anglais n'avaient pas envie d'aller au sol combattre les Serbes qui s'étaient révélés les plus farouches combattants des Allemands des nazis. et des nazis pendant la guerre 40. Oui. Donc comme tout le monde avait peur de Les ces Serbes gardaient Le seul cette pays espèce qui de se soit vraiment réputation. libéré, tout le seul, pays qui exactement. soit vraiment C'est la libéré, Serbie. on le dit jamais assez, Exactement, c'est c'est les Yougoslavie Serbes. dirigée par les Serbes. Exactement, on est bien d'accord. Donc il y a une intelligence On est bien politique, d'accord. etc. C'était militaire. des meilleurs soldats. Bien Je veux dire, Napoléon déjà les recrutait. Et Bon. c'est des soldats Il héroïques. trouve toujours un moyen de parler de Napoléon. Bon. Non, mais parce que Alors, on essaie de finir avec il reprenait les meilleurs soldats dans toute l'Europe. pique gentille. Alors si vous voulez, les Allemands aussi, ils les prenaient Bon, allez. dans leurs armées. Voilà, c'est des soldats. Ils Donc sont- vous dites que finalement, là, on est en train de s'asseoir et d'avoir allumé la mèche sous la... Effectivement. Exactement. Sous le tonneau de poudre. En plus, Justement, on est coincé. là-bas, c'est le nid des mafias. Qui essaiment dans toute l'Europe. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas que Oui, des l'absence musulmans. d'État pendant un moment a provoqué forcément Des mafias, marchands d'armes, des enfin tout ce mafias qu'on connaît, de toute la trafic vie de la société. et religieuse, parce qu'on voit bien aussi les islamistes s'engouffrer là-dedans, parce qu'il y a, je sais bien qu'il n'y a pas que des musulmans, mais l'imaginaire là-bas est En Serbie aussi, il y a des Non, c'est pas nous. Après Napoléon, il y a des après liens. Napoléon, l'islamisme. On va laisser l'islam, il y a les
obsession qui il y a des tourne en liens, rond, S'il vous comme plaît, ça. s'il il y a vous plaît. des liens. Laissez Éric Zemmour s'enfoncer. Non, je plaisante. Non, il y a pas de Laissez lien. Éric Zemmour dire ce Il qu'il y a. a des liens entre les messies. Je vous présenterai des heureusement, ils spécialistes. savent tout, S'il vous comme plaît, Non, mais s'il vous moi, plaît. Allez, on le laisse finir. Je travaille, j'essaye, Mais non, et c'est ça, je me renseigne, je me la renseigne auprès de gens qui sont des spécialistes des trafics en tout genre dans toute l'Europe et qui m'ont très bien expliqué qu'il y avait des accointances entre les mafias albanaises et certains groupes islamistes terroristes. Tout ça. Ça, on peut toujours dire ça. Ça devrait être généralisé. Bon, d'accord. Bref, moi je vais mettre ça au débat pour une bonne raison. c'est On pas peut la toujours dire ça, mais on peut toujours aussi dire le contraire. Mais j'ai pas dit Dans que un cas, c'était la s'il raison. vous plaît. Je suis d'accord. On peut toujours dire ça, on peut d'accord. toujours dire le contraire. Dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas fait d'enquête sérieuse ici. On est là pour parler et débattre sur un certain nombre d'idées. Et je crois pas qu'on va aller plus loin sur ce sujet. Non, mais On va Non, mais ce justement, genre de tiens, choses entache, puisque Éric Zemmour nous ramène toujours à l'histoire, on va parler de l'école. Et Xavier Darcos, qui est le ministre de l'Éducation nationale, a présenté en milieu de semaine sa réforme de l'école. Je dis ça parce que au bout d'un certain temps et d'un certain nombre d'années, moi personnellement, j'en ai vu passer quelques-uns des ministres de l'Éducation nationale et en général tout autant de réformes. Alors que les enfants perdent 2 heures de cours par semaine, puisque on a dit que le samedi matin allait être abandonné, on renforce l'apprentissage du français, du calcul et du sport. Autre nouveauté, la réapparition de la morale, de la politesse, au symbole de la République en passant par les bases de l'hygiène. Le ministre parle, je cite, de l'apprentissage du vivre ensemble. Alors Éric Zemmour, pardon, excusez-moi, Darcos, il a réinventé la poudre ou c'est bien? Moi, je pense je pense depuis longtemps qu'il faut une révolution réactionnaire à l'école. Ah bah, au moins, ça mérite d'être clair. Donc je pense qu'il faut revenir, Mais effectivement. ça, c'est la Qu'est-ce que ça révolution signifie réactionnaire. Ça signifie Un retour en arrière, en Ça général. signifie la grammaire, le calcul, le français, la morale, l'autorité, la hiérarchisation, la verticalité dans l'école, en clair, que le prof soit respecté. Le maître et le maître. Exactement. Tout le ce que vous maître. dites là, Jaurès aurait pu le revendiquer. Hein. Mais bien sûr. Oui, d'accord, mais Mais Jaurès bien n'était sûr. pas forcément. Mais Jaurès n'était pas un spécialiste. C'est dans la révolution réactionnaire. Ah, et autre obsession. Réactionnaire. Autre obsession. Bah, attendez, On va en alors, faire la liste. Réactionnaire. on va Au cesser moins, je parce vous fais que parler. Réactionnaire, ça veut dire par rapport à un ordre aujourd'hui. il veut un retour en arrière Eh oui, On a sur des bases de totalement l'autorité. idiot, on Non, connaît à peu s'il près vous le sens plaît. des mots, monsieur S'il vous Zemmour. plaît. Alors, on va donc, essayer. Ne me dites pas que Jaurès aurait Heureusement pu être qu'il d'accord. heureusement qu'il est là pour nous Jules éduquer, Ferry- ce jeune Jules homme. Ferry aurait été d'accord aussi. Il est je suis invraisemblable. d'accord. Il sait tout, il est là de temps en temps à nous éduquer. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va Je laisser vous en Éric prie. Zemmour s'exprimer Oui. jusqu'au bout. Oui, ça serait gentil, Donc- parce que moi, je n'interromps personne. Et donc, je pense que c'est nécessaire et qu'il a raison de le faire. Maintenant, effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c'est que j'ai vu beaucoup de ministres, moi aussi, de l'éducation, surtout de l'éducation. En fait, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir dans leur ministère. Les syndicats gouvernent beaucoup le ministère. Et les ministres passent... Une obsession supplémentaire. Non, mais il n'est pas le seul à le dire. Mais oui, mais non, mais ça fait on est rien. pas obligé d'être d'accord, mais il est pas seul à le dire. Laissez-le brocarder. De toute façon, c'est pas grave. Il y a eu des tonnes de livres écrits là-dessus, mais Volton Faites lit pas que votre ce Jeanne qu'il d'Arc, veut. Éric. Et les enseignants, Voilà, donc, personne tout vous ça. brûle en Bon, place. voilà. Et les enseignants, Voilà, c'est pas grave. Non, parce que les S'il vous syndicats plaît. sont- les syndicats sont des enseignants. Et les Ce sont des enseignants profs. aussi font ce qu'ils veulent. Ce sont des Alors, profs. après, Et parce qu'ils ont une conception entre guillemets libérale de leur travail et ils estiment que dans leur salle de classe ils sont autonomes. Il faut quand même limiter cette C'est très autonomie contrôlé, parce que un c'est prof. sous le C'est très contrôlé, oui c'est un contrôlé prof. par Très qui contrôlé. c'est contrôlé par qui C'est contrôlé par par des l'inspection. inspecteurs par des syndicats Par le absolument dont ils dépendent pour leur mutation. Bah, attendez, on laisse finir. Excusez-moi, ça fait Les simplement. enseignants- les enseignants mais Monsieur sont Volton libéraux. peut se moquer. Non, vous laissez Ça fait parler. simplement 15 ans que je côtoie Mais tous les ministres de tout le monde l'Éducation côtoie, nationale ouais. et que je discute avec eux et c'est eux qui me racontent ça, leurs difficultés à s'imposer dans leur maison. Donc, mais tout ça est débile et tout Donc, ça, bien vous sûr, dites- je l'invente. Si je comprends bien, j'essaie de résumer Éric Zemmour, et puis évitons les scories, Non, les mais c'est polémiques assez inutiles. pénible. Vous dites, Voilà. la réforme de Darcos, pourquoi pas, mais j'y crois qu'à moitié, parce Non, que je ne dis entre pas les ça. enseignants, les syndicats. Je dis et qu'elle les est différentes nécessaire, réformes, je dis qu'elle est bien fondée, Mais c'est peut-être pas celle-là qui passe il pas. va avoir beaucoup de mal à maintenant il faut faut l'imposer. l'imposer. C'est tout. Bon, alors, un conseil à Xavier Darcos, imposez donc aux enseignants la réforme. Je Non, vous deux écoute, choses, Monsieur deux choses. Volton. La première, c'est que ce que veut faire Darcos, c'est ça qui est très intéressant dans le mouvement des idées, c'est que c'est vrai qu'il y a quand même eu 30 ans d'ouverture de nouvelles pédagogies avec les excès incroyables qu'on connaissait, et que du coup on sentait bien depuis quelques Je années. remarque que vous dites bien qu'il y a des excès dans les nouvelles pédagogies. Mais bien sûr, écoutez, vous aviez des méthodes en mathématiques, en grammaire, en français qui dépassaient l'entendement tellement c'était
c'était obscur, etc. Donc le bon sens faisait simplement qu'on souhaitait. Donc progressivement, ça se rétablit. Là, c'est un ministre qui est assez intelligent parce qu'il sent bien l'air du temps. Il dit tiens, je vais essayer de simplifier. Le problème, c'est qu'il a une marge de manœuvre en termes de temps scolaire qui est limitée. Donc le temps qu'il donne pour ça, il va falloir qu'il le prenne ailleurs. Voilà. Alors la vraie question, ça c'est le premier problème. Il est dans l'air du temps et on veut simplifier, on veut restaurer un peu d'autorité, on veut restaurer un peu de choses plus simples. Ça semble pas vous choquer d'ailleurs, hein? Non, pas du tout. Mais il y a deux problèmes. Un, attention, la France fait des mathématiques un système de sélection. Et c'est discutable. Oui, ça, je suis d'accord. Bon, c'est discutable. Parce qu'il y a d'autres manières de développer la logique que les mathématiques. On dit aussi que l'école mathématique française est la meilleure au monde. Je le sais, je suis au CNRS, et là nous sommes très fiers, je vous rappelle, nous allons encore avoir un Nobel là-dessus avec la médaille Field. Donc par conséquent, attention à ne pas refaire avec les maths l'effet tragique de sélection qu'on a fait pendant une trentaine d'années. Et le deuxième problème, c'est qu'on simplifie, qu'on fasse un citoyen, qu'on apprenne l'autorité, la politesse, ça c'est vrai, mais en même temps, hélas, comme la France est dans le monde et que la mondialisation est extrêmement angoissante, il faut aussi que ce petit garçon, cette petite fille, on lui fasse ouvrir les portes sur l'extérieur. Et donc on va, dans tous les pays du monde, être obligé de se recentrer sur des valeurs fondamentales d'éducation, de respect, d'autorité, de simplification. Si on simplifie la langue française, ça tombe pour tout le monde. Hein. Mais en même temps, on peut pas refermer sur un pays parce qu'on est obligé. Si, il faudra la simplifier. Elle est beaucoup trop complexe. Non, ça c'est un autre débat. Non, c'est un débat. Si vous avez des enfants, c'est pas du tout la question. Il veut au contraire remettre la grammaire classique. Non, mais la syntaxe pas la question. Je dis que la grammaire, la langue française est très complexe comme langue, et si on veut que cette langue ait de l'attractivité dans le monde, notamment vis-à-vis de tous nos enfants qui sont en banlieue, il faut qu'on arrive à la simplifier pour une bonne part, ça c'est sûr. D'autre part, et c'est pas une question d'abaisser le niveau. Un enfant des banlieues qui ne parle pas, un enfant des banlieues qui ne parle pas bien français, il est aussi intelligent qu'un petit perroquet de Neuilly. Qu'un petit perroquet de Neuilly. Il faut qu'il apprenne le français. Mais la langue française, écoutez, chacun sur votre domaine de compétence, là aussi vous êtes compétent. Si la diversité linguistique, je m'excuse, c'est quelque chose. Je m'excuse, c'est l'histoire de la langue française, c'est pas la diversité linguistique. L'histoire, non, je voudrais finir, permettez, je voudrais finir. Si on veut faire que ce petit garçon, cette petite fille soit à la fois bien dans son histoire, son identité, mais qu'en même temps, ils sont ouverts sur le reste du monde, alors il y a des disciplines sur lesquelles il ne faut pas lâcher, comme histoire, géographie, et comme notamment une simplification de l'apprentissage du français, de telle sorte qu'on ait bien sûr une langue française, mais qu'elle ne soit pas réduite à la langue française parlée par les petits Français, parce qu'elle n'appartient pas seulement qu'aux petits Français. On va demander à Francis Talouco, parce que je suis quand même étonné, vous n'abordez pas l'un des aspects de la réforme de Xavier Darcos, en tout cas telle qu'elle est proposée, la Marseillaise, le drapeau français, la morale. Francis Talouco, vous voulez dire un mot là-dessus? Il nous reste 2 minutes sur ce thème. La Marseillaise et l'international serait pas mal comme mélange. Bon, alors... Écoutez, moi, sur ce point, je ne vais pas me prononcer particulièrement. Je pense que on ne peut que se réjouir du retour de l'éducation civique à l'école. Ça fait... Elle a jamais disparu. Oui, mais bon, le fait de renforcer, c'est le cas. Je pense que elle a jamais disparu. Mes enfants l'apprennent l'éducation civique. Oui, ça dépend des écoles. Bon. Bref. Ceci étant, il est bon, je pense que les autorités, au niveau de l'État, réaffirment l'importance de l'éducation civique, si vous voulez. Alors, moi, par rapport à la réforme... L'histoire de la Marseillaise et tout ça... L'histoire de la Marseillaise, écoutez, moi, j'ai connu une école où, effectivement, on voyait le monter et descendre le drapeau, ça nous a pas forcément traumatisés. Bon. Maintenant, je pense que... Je pensais pas... Non, mais je veux dire... C'est ça, je voyais pas comme ça. Non, mais c'est vrai. Oui, il a raison, évidemment. Une identité nationale n'est pas incompatible avec l'ouverture sur le monde. Ah bah ça, on est d'accord. Ça dépend comment c'est fait. Exactement. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend du discours politique qui l'accompagne, ça dépend également du climat politique qui sous-tend. En fait, dans les mesures de Xavier Darcos, on sent bien une volonté, alors je ne veux pas ouvrir un débat, d'intégration, d'assimilation, d'unité, d'unification d'enfants qui ont plus de difficultés à se trouver ensemble. C'est quand même aussi ça derrière. Pour une part, oui, mais c'est là où j'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on fasse les deux. À la fois qu'on renforce un modèle plus simple d'intégration, il ne marchait pas, mais en même temps, il va falloir qu'on soit ouvert à d'autres formes de socialisation, d'éducation, de culture. Parce qu'on ne fera plus un petit français en l'an 2010 comme on faisait un petit français en 1960. Voilà. Vous avez remarqué quand même que je me fais couper la parole. Pardon, c'est même moi qui ai pris. Francis. Non, je vais juste rajouter. Je voulais réagir un peu à ce que disait Eric. C'est vrai que le discours d'Eric, on retrouve quelques antiennes comme ça. Il faut éviter justement pour que ce genre de réforme puisse avoir des vertus, puisse être adopté par l'ensemble de la population. Il faut éviter de diaboliser des syndicats notamment
notamment. Il faut éviter, je veux dire, de minorer le rôle des enseignants. Je crois que évidemment, les syndicats sont les enseignants. S'il vous plaît, on ne peut pas avancer ensemble. Je veux dire, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et que en considérant que l'école doit être administrée d'en haut et pas un ministère. L'État insuffle, l'État amène des impulsions, des propositions. Et je pense qu'on devrait peut-être revenir à une ancienne méthode que j'ai connue il y a quelques vieilles années, les fameux conseils tripartites, où on prenait des décisions pour l'école. Il y avait l'État, les représentants de l'État, les représentants des autorités scolaires et les représentants des élèves également. Voilà. Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup les enseignants et très peu les élèves. Je crois qu'il faut retrouver les vertus de cette table ronde où on inventait l'école, où on imaginait l'avenir ensemble. Ce n'est pas diabolisé. Ce n'est pas diabolisé que de donner des faits et de raconter simplement ce qui s'est passé depuis 30 ans. J'ai étudié, même au temps du général de Gaulle, les syndicats avaient une puissance inouïe qui bloquait la volonté du général de Gaulle. C'est tout ce que je dis. Parce que les syndicats étaient puissants et ils sont encore dans l'éducation nationale, personne n'en ira. Ensuite, qu'ils aient bloqué quoi que ce soit. Ça, c'est une interprétation. Dominique Golto, puis Antoine Nadir Djenad, parce qu'on est déjà en retard. Deux choses sur les mots. Moi, j'achète ce que vient de dire deux fois Francis, les vieilles années. C'est en fait, quand on parle du passé, on dit les vieilles années. C'est pas mal comme formule. Voilà, bon, c'est une parenthèse. Mais sur le problème du syndicalisme, on sait très bien dans l'histoire qu'il y a plein de secteurs où le corporatisme syndical a eu des effets négatifs. Sur le statut des enseignants dans le monde, je parle. Il y a de telles pressions, de telles attaques, de telles difficultés pour qu'est-ce que c'est que l'éducation, comment transférer les connaissances, qu'est-ce que c'est le passé et le présent, la puissance des industries techniques, que moi, personnellement, Dieu sait c'est du conservatisme syndical, je ne critiquerai pas ça parce que les enseignants, ce sont des profs, et transmettre les connaissances dans un univers qui est le nôtre depuis 50 ans, c'est monstrueusement difficile. Voilà. Et donc, par conséquent, l'enjeu, c'est pas les syndicats, c'est de sauver l'éducation. Voilà. On est en retard. Nadir Djenad, pour conclure sur ce point, parce que je voudrais qu'on parle encore d'autres choses après. Beaucoup de choses ont été dites, juste qu'une réforme de l'école primaire est absolument nécessaire. On a le sentiment quand même que les ministres de l'éducation nationale passés ont plutôt essayé de faire des réformes dans les collèges et les lycées et que l'école primaire était un petit peu négligée. D'ailleurs, c'est ce que dit le Haut Conseil de l'éducation qui montre du doigt les mauvais résultats de l'école primaire. 4 élèves sur 10 arrivent en CM2 avec de graves lacunes. Et ce sont des lacunes qui, plus les années passent et plus les lacunes restent. Donc on peut se réjouir. Les inégalités sociales sont immédiates. Là. Effectivement. Alors, on aura fait un tour de la question. Évidemment, on n'aura pas été complet, mais c'est quand même intéressant parce que je vois que le débat a vraiment tourné sur l'école et pas tellement sur l'écume des choses, savoir faut-il chanter la Marseillaise, faut-il le drapeau français. Bon, visiblement, on est allé un peu plus loin et je trouve ça très bien. On parlait d'instruction civique. Eh ben justement, c'est un peu, ça s'est passé en fin de semaine dernière, je crois. Un joueur qui s'appelle Abdesalam Wadou a été victime d'injures racistes. Je crois qu'on l'a vu sur toutes les télés et toutes les radios, on l'a entendu sur un stade. L'arbitre est resté sourd aux injures, mais il a appliqué à la lettre le règlement. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a donné un carton jaune aux joueurs. Un secrétaire d'État au sport qui s'indigne. Bernard Laporte est allé voir. Unique sportif professionnel qui, pour la première fois, à ma connaissance, porte plainte. Alors j'ai envie de demander à Nadir, le football semble découvrir une réalité qui n'est pourtant pas d'aujourd'hui. Oui, le racisme dans les gradins, c'est pas la première fois, hélas. Oui, malheureusement, c'est un phénomène qui se développe. On a affaire à deux types de racisme. On a d'une part des groupes, des hooligans, empreints d'une idéologie d'extrême droite. Bon, ça c'est classique, qui sont dans les gradins. Et il y a aussi donc une forme de racisme, j'allais dire, si je peux employer le mot, racisme ordinaire, c'est-à-dire qui relève de la bêtise. Beaucoup de supporters isolés se mettent à insulter de manière raciste. Le racisme, ça relève toujours de la bêtise. Voilà, c'est de la bêtise, ouais, tout à fait. Et donc on a ces deux types de racisme. D'un côté des groupes extrémistes et de l'autre institutionnalisés avec des groupes, avec du spontané. Du spontané, voilà. Ce qui est nouveau dans cette affaire, c'est que pour la première fois, en tout cas dans le championnat de France, un joueur ose aller vers le supporter en question dans les gradins et demander des explications, ce qui fait que l'arbitre arrête le match. Et quand un match de Ligue 1 retransmis par pas mal de chaînes de télévision est interrompu. Donc ce sont des pertes immenses, donc des pertes financières. Là on attaque au porte-monnaie, vous dites. Exactement. Des pertes financières immenses pour les clubs,
en question, mais aussi pour la Ligue professionnelle de football. Donc je pense que ce joueur a Ceci explique peut-être les réactions nouvelles, si j'allais dire, de la Ligue professionnelle. Je pense que ce joueur a eu raison, car de cette manière-là, les autorités du football français vont enfin réagir. Alors, il nous reste j'aimerais juste d'émission. Pour dire que malheureusement le phénomène se banalise dans plusieurs pays d'Europe, notamment l'Espagne et l'Italie. On a vu par exemple Samuel Eto'o, par exemple un célèbre joueur camerounais, insulté plusieurs fois donc lors d'une rencontre de football. Il y a contamination, vous dites ? Il y a une contamination et il y a une responsabilité. Il y en a plus ailleurs qu'en France. Oui, on a plus ailleurs. Voilà, partout. Oui, d'accord. Exactement. C'est-à-dire, vous voulez dire que le phénomène moi, se j'ai une banalise. question à poser parce qu'il nous reste très peu de temps. Il y a quelque chose qui, pour quelqu'un qui a un tout petit peu de mémoire, pas beaucoup, un tout petit peu, paraît invraisemblable. On a ce que vient de décrire Nadir, du racisme dans les gradins, où on a des mots insupportables pour un joueur de football. Mais où elle est passée l'équipe Black Blamber ? En 98, la France était unie, elle était championne du monde. Elle est passée où cette équipe ? Oui, alors, Dominique Volton, où est passée l'équipe Black Blamber ? C'est 2 poids 2 mesures, exactement. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un pays s'identifie, bon, bien sûr, elle a gagné, mais d'un seul coup, on transcende les différences, on accepte la diversité culturelle, le black, le blanc, et ça, c'est évidemment un moment d'espoir. Et puis, vous avez des moments où le racisme l'emporte, et donc, par conséquent, la lutte contre le racisme dans le sport, c'est une bataille politique centrale, parce que l'hypocrisie, elle est là. On va prendre des sportifs de toutes les couleurs, parce qu'ils ont des rendements formidables. Et en même temps, le racisme. Donc on ne peut pas tolérer ça. Et si vous voulez, dans le sport, qui porte apparemment des valeurs, on ne peut absolument pas, et je ne comprends pas cet arbitre qui n'a pas arrêté le match, parce que ça, il a fallu s'arrêter après. Je ne comprends pas en plus qu'il ait mis un carton jaune, et donc par conséquent, je salue le courage incroyable de ce joueur, qui a continué à jouer, qui a été demandé une explication, qui ne s'est pas battu. Donc par conséquent là, on est en deçà de toutes nos valeurs démocratiques élémentaires. Donc Éric Zemmour, puis très vite, il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Chacun est bref. Sur l'équipe de France de 98, je n'ai pas je n'ai pas du tout votre vision. Moi, je pense au contraire qu'on a à cette occasion exalté les différences, les racines, les origines, et non pas l'équipe de France. Et je pense que ça a été délétère. En disant Black Blamber, absolument, l'équipe de France. Exactement. Moi qui, parce qu'elle était Black Blamber. Non, elle a toujours. La France a toujours été. L'équipe de foot, l'équipe pas du tout. Oui, mais c'est de l'enfer et pas avec bonnes intentions. Premièrement, j'ai pas le temps de développer. Deuxièmement, j'ai été très amusé par le concert des bonnes âmes, Laporte qui se précipite sur l'antiracisme pour faire oublier ses casseroles. Ça, c'est un classique médiatique. Troisièmement, ce que je voudrais dire, j'ai pas le temps de répondre. On en laisse finir. Troisièmement, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas on prend des gens de partout et il y a des phénomènes racistes et il y a des insultes. Non, c'est l'inverse. C'est parce qu'on prend des gens de partout, parce qu'on transforme le football. Parce qu'on transforme le football en spectacle pur. C'est-à-dire que le football, qu'est-ce que c'est ? C'est le sport qui lie les ouvriers, historiquement au début du XXe siècle, la classe ouvrière avec un sport. C'est ça. Normalement, il doit y avoir un lien populaire par excellence. Bon. Et là, les étrangers. Depuis toujours. Il y a toujours des immigrés. Il y a depuis toujours des immigrés. Coppa, Platini, on est d'accord. Là, ce qu'il y a, c'est du cosmopolitisme. C'est-à-dire que les gens viennent de partout pour gagner des fortunes. C'est des nababs. Ils n'ont plus aucun lien avec les... Je suis pas sûr que le gars qui a été agressé est un nabab. Attendez, j'ai pas fini. Pas sûr. De ce que vous dites. Mais je maintiens. Et quatrièmement, et je finis, le vrai racisme, le vrai racisme dont personne ne parle, la vraie gravité dont personne ne parle, c'est sur les terrains de France, toutes les semaines, tous les dimanches, dans la banlieue, dans toutes les régions de France, où là, il y a des insultes, tout le monde est victime et tout le monde est coupable. Là, il n'y a plus de politiquement correct, on se traite de tout, on se traite de sale arabe, de sale noir, de sale français, tout le monde est coupable et tout le monde est victime. Et ça, personne n'en parle et tous les dimanches, ça arrive. Tout le monde n'est pas victime de la même manière. Si, tout le monde est victime de la même manière. Nous avons terminé l'émission, j'aimerais que Francis, qui a attendu patiemment son tour, puisse s'exprimer très rapidement.
On a terminé. Je vais juste dire, Eric, merci, que parfois le politiquement correct a du bon. Et qu'il est bon de rappeler des principes tout simples aux gens, comme quoi le racisme est un délit, tout simplement. Voilà, et d'autre part, en 98, quand on exaltait, je dirais, l'aspect Black Blamber de l'équipe de France, je crois que c'était aussi un message. Je pense qu'il faut prendre... C'est de la propagande. Si vous appelez si on appelle la propagande... On lance pas un débat. Si vous appelez la propagande, On laisse Francis Alego terminer, s'il vous plaît. c'est grave. L'exaltation des racines, Je crois qu'il y a des signaux, des symboles et des messages que le politique ou des gens qui ont des responsabilités, des gens qui ont accès à la parole, comme vous notamment, peuvent envoyer. Et je crois que ce genre de message est peut-être beaucoup plus intéressant pour faire avancer les mentalités que ce que j'entends. Eric, je suis désolé, mais ce que j'entends quand même en toile de fond chez vous, c'est un peu la chronique de la haine ordinaire, quoi. Alors, on en finit. La haine ordinaire, personne ne dénonce. Chacun sera là la semaine prochaine. Je l'espère en tout cas. Vous aussi, derrière votre téléviseur, vous serez là. On vous remercie de votre fidélité. On vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. Au revoir.